Bonjour à tous, nous avons vu donc les fois précédentes comment définir l'intégrale, et puis ensuite nous avons vu donc le théorème fondamental de l'intégration. Alors maintenant, nous allons voir comment calculer une intégrale. Évidemment. Alors, rappelons le théorème fondamental de l'intégration, donc il dit que si on a une fonction petit f qui est continue, la fonction qui a x associée intégrale de a à x de f de t dt est dérivable sur i et de dérivée petit f. Alors, ce qu'on n'a pas dit la dernière fois, et ce que je vais donc rappeler maintenant, c'est une remarque, c'est-à-dire que si la fonction grand f a pour dérivée petit f sur i, c'est donc que c'est une primitive de petit f. Et donc on a en conséquence du théorème de l'intégration, donc je descends sur la fin de la démonstration, en dessous, la remarque c'est qu'on sait donc que les primitives, donc on a une primitive déjà, grand fa de petit f. Mais les primitives de petit f sont donc les fonctions grand G qui a x associe fa de x plus une constante. Pourquoi cela? Parce qu'on avait vu la dernière fois, dans un chapitre précédent, c'était grâce au théorème des accroissements finis, que les primitives d'une fonction étaient égales à une constante près. Cela parce que leur dérivée était égale, et si les dérivées sont égales, eh bien en utilisant le théorème des accroissements finis, on prouve que les fonctions à une constante près sont égales. Donc, on a, pour une fonction f, maintenant, continue l'existence de primitives. Et je disais, la question qui se pose aujourd'hui, c'est comment calculer une intégrale. Eh bien, on va avoir trois méthodes. Et la première méthode pour calculer une intégrale, c'est d'utiliser les primitives. Donc, si on a une fonction f, une fonction continue sur AB, on sait qu'il existe des primitives de petit f, on en prend une quelconque, grand F. Et bien, dans ce cas-là, l'intégrale de a à b de petit f de t dt, c'est grand F de B moins grand F de A pour une primitive quelconque. Bon, le jeu ne vous apprend rien, vous savez ça depuis la terminale. Pour démontrer ceci, donc ce qu'on fait, c'est qu'on a pris une primitive, donc ici grand G, j'aurais pu l'appeler grand F, peu importe, quelconque de petit f sur AB. Comme je disais quelques instants avant, grâce au théorème des accroissements finis, on prouve que grand G est égal à FA plus une constante, donc FA étant défini dans le théorème fondamental de l'intégration. Et donc si on calcule grand G de B moins grand G de A, donc c'est-à-dire la différence des valeurs pour une primitive quelconque grand G de petit f en B et en A, eh bien grand G de B moins grand G de A, c'est donc grand F A de B plus C moins grand F A de A plus C, les C disparaissent, il reste FA de B moins FA de A, mais FA de B par définition c'est l'intégrale de A à B de petit f de t dt, et FA de A, c'est l'intégrale de A à A. Mais l'intégrale de A à A, elle est égale à 0, donc il reste intégrale de A à B, de petit f de t dt. Le théorème est démontré. C'est donc une conséquence du théorème fondamental qui donne le lien entre primitive et intégrale. Deuxième façon de calculer des primitives, le théorème d'intégration par partie. On l'a vu en début d'année, donc je repasse assez rapidement dessus. On l'a régulièrement appliqué à des fonctions, par exemple des exponentielles polynômes. Et dans ce cas-là, il faut faire plusieurs intégrations par partie jusqu'à diminuer le degré du polynôme. Donc le théorème dit la chose suivante, donc il faut que f et g soient de classe C1 sur le segment AB, et dans ces cas-là, l'intégrale de A à B de f'g est égale à la valeur de fg prise en B moins la valeur prise en A, et moins l'intégrale de A à B de fg'. Donc on transforme une intégrale en un autre calcul d'intégrale. Évidemment, il faut le transformer en un calcul plus simple. La démonstration est la suivante, donc on considère la fonction phi qui a t associe f de t fois g de t. F et g étant C1, le produit fg est C1 sur AB. On peut donc dériver phi. La dérivée phi' en t vaut f' de t, g de t plus f de t, g' de t. Et puisque f et g sont C1, la dérivée, elle aussi, de phi est non pas dérivable, pardon, mais cette dérivée est continue. Elle est continue, ce qui justifie le fait qu'on peut passer au calcul intégral. On peut donc calculer des intégrales pour cette fonction phi'. Donc on calcule l'intégrale entre a et b de phi'. Par linéarité de l'intégrale, c'est l'intégrale entre a et b de f'g plus l'intégrale entre a et b de fg'.
Maintenant, l'intégrale entre a et b de phi prime, c'est par définition de phi l'intégrale de fg prime, puisque phi c'est fg. Fg prime, c'est une dérivée de Fg. On utilise le résultat précédent, puisque Fg est une primitive de Fg prime. Eh bien, dans ces cas-là, l'intégrale entre a et b de Fg prime, c'est Fg prise en b moins Fg prise en a. Et puis les deux intégrales restent. Pour retomber sur la proposition au-dessus, il suffit de passer une des deux intégrales d'un côté de l'égalité. Deuxième méthode pour calculer des intégrales, le changement de variable. Alors, je sais que ça vous plaît beaucoup. Donc, on reprend les hypothèses. Alors, pourquoi est-ce que c'est plus compliqué le changement de variable? Parce que ça fait intervenir la notion de composition. Alors, voyons tout de suite. Une fonction phi définie sur un segment AB à valeur dans R de classe C1. Même hypothèse que pour l'IPP, intégration par partie, fonction phi de classe C1. Par contre, une fonction f seulement continue sur i. Mais i, c'est qui? C'est un intervalle qui contient phi de AB. Et bien dans ces cas-là, donc l'intégrale de f entre phi de A et phi de B, c'est l'intégrale de f rond phi ou de f de phi fois phi prime, prise entre A et B. Alors, je parlais de composition, donc on va démontrer cette proposition. On a donc la fonction phi qui est définie sur AB de classe C1. On dit que phi de AB est incluse dans i, donc l'image directe de AB par phi est dans i. Et donc à t, on associe phi de t, qu'on appelle x, et à x par f, on associe f de x, qui est donc égal à f rond phi de t. Alors, donc, la fonction f rond phi, puisqu'elle est de la puisqu'on l'exprime f rond phi de t, elle est définie sur AB. Alors maintenant qu'on a bien regardé où étaient définies les fonctions, on va regarder la démonstration. Petit f est continu, on peut donc considérer une primitive quelconque, grand F, de petit f. Petit phi est de classe C1 sur AB. Grand F, une primitive de petit f, est donc de classe C1 sur i, puisque grand F est dérivable et sa dérivée petit f est continue. Elle est donc de classe C1. On peut donc regarder la composée f rond phi. Phi est défini sur AB, phi est à valeur dans i, donc on peut bien composer grand F rond phi. Elle est bien définie sur AB, et elle est de classe C1 puisque c'est une composée de fonctions de classe C1. On va dériver f rond phi, on dérive donc une composée, on a donc phi prime fois petit f qui est la dérivée de grand F, prise en phi de t. Là on exprime ceci pour la variable t. Ces fonctions, les deux à droite et à gauche, sont toutes continues, donc intégrable au sens de l'intégrale de Riemann. Alors pourquoi continue? Parce que f rond phi de classe C1, et à droite ici, phi prime, c'est la dérivée de phi est de classe C1, donc sa dérivée phi prime est continue, et ici on a une composée, f est seulement continue, mais phi est aussi continue, donc f rond phi est continue, on a bien aussi une fonction continue à droite. Donc on intègre entre a et b. On se retrouve donc avec l'intégrale entre a et b de f rond phi le tout prime est égal à l'intégrale entre a et b de phi prime fois f rond phi. À droite, on est content, on a bien ce qu'on veut, on va regarder un petit peu à gauche. Et maintenant, je dis que l'intégrale entre a et b de ceci, f rond phi, le tout prime, la dérivée de f rond phi, c'est grand F de phi de b moins grand F de phi de a. Ça, on utilise le théorème fondamental, puisque grand F rond phi est une primitive de la fonction f rond phi prime. Ceci s'écrit aussi grand F pris en phi de b moins grand F pris en phi de a. Et grand F étant une primitive de petit f, on réutilise le théorème fondamental pour dire que ceci c'est l'intégrale entre phi de a et phi de b de petit f. On a donc l'intégrale entre entre phi de a et phi de b de petit f qui est égale à ça, qui est égale à ça, qui est égale à ceci, c'est-à-dire l'intégrale entre a et b de f rond phi fois phi prime. On va terminer par un exemple, alors assez classique. Pourquoi il est classique? Parce que ce qu'on veut calculer, c'est l'intégrale qu'on note IB, qui est l'intégrale entre 0 et b de racine carrée de 1 moins x2. Ce type d'intégrale à calculer, quand on voit la tête de la fonction qui est dans l'intégrale ici, donc la fonction qui a x associé racine carrée de 1 moins x au carré,
En déterminer une primitive, c'est pas facile. Donc il n'y a pas de primitive évidente. Donc dans ces cas-là, là où je dis que c'est classique, il faut penser à reconnaître quelque chose du type 1 moins cos carré ou 1 moins sin carré et à remplacer ceci. Donc à se dire que du x, on va pouvoir l'écrire sinus t et faire un changement de variable. C'est ce qu'on fait ici. Alors, première remarque, si on a deux nombres, là, b et b', le premier dans 0,1, le deuxième dans 0 pi sur 2, dire que b est égal à sinus b', ça équivaut à dire que b' est égal à arc sinus b. Repensez à la fonction arc sinus qui est définie sur moins pi sur 2, pi sur 2. Et là, on restreint à notre réflexion à 0 pi sur 2 pour l'arc sinus. Et donc, l'image de b par l'arc sinus est b' qui est dans 0,1. Donc on pose, pour revenir au changement de variable, on va réutiliser ce résultat là juste tout de suite. X c'est donc sinus t, et donc on exprime x en fonction de t. Donc on fait bien un changement de variable ici en posant phi de t est égal à x. X est exprimé en fonction de t. Ça veut donc dire que si x est exprimé en fonction de t, ça veut dire que on part de t, par la fonction sinus, on arrive en x. Et ensuite, on va intégrer avec f. Donc dans la composition, on a bien la fonction f qui est la fonction qui a x associe racine carrée de 1 moins x2. Donc là, on intègre entre phi de... Alors, le 0, bah, c'est quoi? C'est sinus 0. Et petit b, voilà, on réutilise ce qu'on a vu tout à l'heure. Petit b, c'est donc sinus b'. Donc phi de b'. Donc notre intégrale entre 0 et b de la racine carrée ici, c'est une intégrale entre phi de quelque chose, donc phi de 0 et phi de b' de petit f. On utilise le changement de variable puisque la fonction phi, qui est la fonction sinus, est bien de classe C1 et la fonction f est continue sur 0 et arc sinus b. Donc on peut passer de là à là, c'est-à-dire qu'en utilisant le changement de variable, on se retrouve avec l'intégrale entre 0 et b', donc b' c'est arc sinus b, de f rond phi, c'est-à-dire de la fonction qui a x associé racine carrée de 1 moins x2, mais prise en phi, le x il vaut phi, c'est-à-dire sinus t, donc 1 moins sinus carré t, fois phi', c'est-à-dire cosinus t, et on intègre donc maintenant par rapport à la variable dt, enfin par rapport à la variable t, donc dt. Alors, une fois qu'on a fait ça, on a fait le plus difficile. Après, ça reste un petit peu technique. Le 1 moins sinus carré est égal à cosinus carré. La racine carrée du cosinus carré, c'est plus ou moins le cosinus. Méfiance, attention, tout dépend du signe du cosinus. Mais là, notre cosinus, on est entre 0 et arc sinus b. Le arc sinus b, c'est b'. Le b', il est dans 0 pi sur 2. Sur 0 pi sur 2, le cosinus est positif. Donc, la racine carrée du cosinus carré, c'est le cosinus. On a un cosinus donc ici, un deuxième cosinus, multiplié, ça fait du cos carré. On a une intégrale avec une fonction trigonométrique et une puissance. Absolument, systématiquement, dans ce cas-là, il faut linéariser avec toutes les formules de trigonométrie que vous connaissez, je n'en doute pas, par cœur. Donc le cos carré, c'est 1 plus cosinus de t sur 2, on linéarise. Une fois qu'on est là, on sépare l'intégrale en deux grâce à la linéarité de l'intégrale. On a donc une fonction constante ici, c'est donc la constante fois la longueur de l'intervalle sur lequel on intègre ici, donc c'est arc sinus b. Et puis là, on a du cosinus de t. Donc le cos de t, ça s'intègre facilement grâce à une primitive. Donc là, 1,5 de sinus de t. Le 1,5 de sinus de t pris en arc sinus. Alors on pourrait écrire ça, mais c'est un petit peu moche. Comme vous connaissez bien maintenant vos formules trigonométriques, vous pensez tout de suite que le sinus de t, c'est 2 sinus t cosinus t. Et donc on a du sinus d'arc sinus. Bah ça simplifie bien. Donc le sinus d'arc sinus b, c'est donc b. Et il y a du cosinus d'arc sinus. Alors on a déjà fait le calcul un certain nombre de fois. Le cosinus d'arc sinus, en faisant attention que ce cosinus là, prise en arc sinus, est positif, on peut donc l'écrire racine carrée de 1 moins sinus carré. Et donc 1 moins sinus carré par don de l'arc sinus, c'est donc 1 moins b carré. Et donc voilà la valeur de IB, 1 demi de arc sinus b plus 1 demi de b fois racine carrée de 1 moins b carré. Voilà, nous continuerons la prochaine fois vers des formules de Taylor, j'ai bien dit des au pluriel. A bientôt, au revoir.